Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. En fait, c'est à Victor et à toutes les filles, Isabelle, Daniel, Isabelle, Cristina et Ilana. Il me semble qu'on n'est pas nombreux ici. Vraiment, on est 6 personnes en tout. C'est pas grave. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter la préface et quelques notions du livre de Albert Thibaudet, La physiologie de la critique. Et donc, voyons ici, je vais ouvrir le programme projeté. En fait. Je vais partager l'écran. Voilà. Voilà. Ça marche. Est-ce que vous avez réussi à jeter un coup d'œil sur le texte ou les textes que je vous ai indiqués? En fait, ce que je vous ai demandé vraiment de lire, c'était la préface de Thibaudet. C'était un texte court de 7-8 pages, pas plus que ça. Et à l'entrée du dictionnaire critique littéraire, elle est longue et informative, mais c'était quelque chose à lire rapidement, pas mettre trop de temps. Et les démons de la théorie, le chapitre 7, la valeur, c'était une lecture suggérée euh, pour enrichir quelque chose. Et en fait, ce texte-là de Albert Thibaudet, l'objectif, c'est comme vous voyez ici dans le programme, pour de faire une introduction à cette deuxième partie. N'est-ce pas? Parce que je remonte ici le, le programme. Nous avons eu le 20 juillet une introduction générale au cours. Puis nous avons eu cette première partie sur l'Antiquité classique et puis sur la Renaissance, la querelle et les Lumières. Ça nous a servi comme une introduction au cours. Ça, c'était l'introduction générale au cours. Et le cours d'aujourd'hui, avec cette discussion sur Albert Thibaudet, c'est une introduction à la deuxième partie du cours, c'est-à-dire ici, celle que j'ai appelée l'avènement de la moderne critique littéraire. Et j'aime bien cette introduction de Thibaudet, le livre, parce que je projette déjà les textes de Thibaudet, comme ça on entre déjà dans le texte. J'arrive pas à voir ici. Donc, voilà. Je vais vous montrer un truc. Voyons ici. Ouais, je vais vous montrer où j'ai trouvé ce livre d'Albert Thibaudet. Deux secondes. Je vais changer le partage d'écran ici. C'est un site web, vous le voyez ici. Ça s'appelle Observatoire littéraire.
Et comme vous voyez ici, tout en haut, peut-être c'est trop petit, mais c'est un site web de la Sorbonne. Et vous avez ici centaines, je ne sais pas, ou même plus, des livres des critiques littéraires. En fait, ce fichier, ou cette page, nous avons, je ne sais pas, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'œuvres de critiques littéraires n'est plus ayant des droits d'auteur. Ils sont là gratuitement disponibles parce que ça dépasse déjà la période de droits d'auteur. En France, il me semble que ce sont 50 ou 60, je crois que c'est 70 ans. Donc, après 70 ans, tous les livres sont libres, on peut le reproduire gratuitement. Et en fait, j'aime bien cette initiative de la Sorbonne parce que je vais juste vous montrer ici, en appuyant sur Henri Bergson, durée simultanéité. Et donc, nous avons l'intégralité du texte et ici à côté, il y a plusieurs formats à télécharger. Malheureusement, on ne peut pas télécharger directement en PDF, mais je le fais en EPUB et puis je le convertis en PDF pour partager avec vous. Donc, ce livre-là d'Albert Thibaudet a été retiré de ce site web de la Sorbonne. Et donc, nous avons ici la physiologie critique d'Albert Thibaudet. Et comme vous voyez, je ne sais pas si vous faites attention à ce genre de détails, le livre a été publié en 1930. Donc, c'est un livre qui a presque un siècle de pages, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, il a écrit ce livre dans les années 1920. Il le dit dans la préface. Et c'était déjà presque un siècle après cette date de naissance de la critique littéraire au IXe siècle. Et ça nous sert comme une bonne introduction, évidemment à cause du texte, mais aussi parce qu'il a déjà une certaine distance temporelle de cette naissance au début du XXe siècle. Donc, il est capable aussi de reconnaître les tendances ou les différences entre pas forcément entre les courants de la critique, mais quelques différences entre... je vais utiliser les titres du livre, cette physiologie de la critique, en séparant ici trois branches, branches comme les branches d'un arbre. En portugais, on dirait peut-être braço, mais en français, on dit branche, galhos, de la critique littéraire, qui va organiser en trois branches. La critique spontanée, la critique professionnelle et la critique des maîtres. Et en fait, ça nous aide à bien organiser les efforts de la critique littéraire au XIXe siècle. Cela dit, donc, on entre déjà dans les textes. Ou, avant d'entrer dans les textes, est-ce que vous avez lu les textes et est-ce que vous avez des questions à poser avant de commencer? Ah oui, j'ai des questions sur, mais c'est au fond du texte. Il y a quelques problèmes? Non, pas du tout. C'est Isabelle, n'est-ce pas? Oui.
Oui. J'ai lu le texte, pas tout le texte, mais la dernière partie, il parle sur la création critique. Et il commence à dire que la critique n'est pas une création, euh, mais au fond du paragraphe, il dit que c'est une création. Je ne compris pas bien ce qu'il veut dire ici. La critique, elle est une création, elle est originale ou elle est une copie? Euh, L'idée du texte, je ne compris pas. D'accord. Et dis-moi une chose, tu parles de la fin de la préface ou de la fin du livre? Du livre. Ah, d'accord. Donc, voyons ici la table de matière. La création en critique, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et en fait, c'est parce que ça, c'est une très bonne question, parce que, et comme là, nous sommes aujourd'hui dans un cours d'introduction, ça peut être intéressant d'en parler. Parce Mhm. que on verra tout au long du semestre certains courants de la critique littéraire. C'est-à-dire que, surtout dans notre milieu universitaire, on va prendre la critique presque comme une science, c'est-à-dire euh, un discours logique et scientifique sur la littérature, n'est-ce pas? Un Par discours? contre, un discours, Ah, discours. Mhm. juste, D'accord. voilà, un discours, c'est-à-dire, quand j'utilise les mots discours ici, c'est pour parler de euh, tout ce qu'on dit, toute construction discursive, Mhm. écrite ou orale sur la littérature. D'accord. Et dans ce sens, c'est souvent la critique universitaire, elle se prend comme un discours scientifique sur la littérature. Mais comme il va nous montrer ici, nous avons, je ne vais pas entrer dans la critique des maîtres, mais nous avons un développement à partir du 19e siècle et plus fort au 20e siècle de la critique littéraire comme un genre littéraire, presque. Ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais euh, pour certains, la critique littéraire, elle va devenir autonome, en quelque sorte, et elle ne va plus être un discours sur la littérature, mais un discours littéraire aussi, un genre littéraire aussi. Euh, et pourquoi on considère la critique littéraire comme un genre littéraire aussi? On peut dire que euh, de la même façon que nous avons, par exemple, l'intertextualité dans la littérature, c'est-à-dire un dialogue entre deux textes littéraires, et je vous donne un exemple de la chanson. J'ai utilisé quelques exemples de la chanson brésilienne dans les cours de panorama. Euh, mais pour vous donner un exemple très clair d'intertextualité dans la chanson, vous connaissez sûrement une chanson de Chico Buarque qui s'appelle A Rita. A Rita levou meu sorriso dela, meu assunto, levou com ela tudo que me é de direito, quelque chose comme ça. Et Seu Jorge, il a une chanson qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Samba que nem a Rita adora. Et Dora, c'est une autre femme. Et il dit dans sa chanson, Seu Jorge, o Chico falou que a Rita levou o sorriso dele e o assunto. Acontece que a Dora me levou de direito que eu já iria lhe dar. Quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ici une intertextualité
évidente, explicite dans la chanson. Seu Jorge fait une citation ou une référence explicite dans la chanson de Chico Buarque. Donc, il y a un dialogue entre les chansons. Les chansons ici, c'est de l'ordre du littéraire, n'est-ce pas? Mais dans la critique littéraire, et aujourd'hui, on va commencer à entrer dans cette organisation interne de la critique littéraire. Et Thibaudet, il va nous donner ces trois branches. La critique spontanée, la critique professionnelle et la critique des maîtres. Je fais tout un détour, Isabelle, mais pour répondre à la question. Ah oui, oui, je t'accompagne. Oui. Et dans ce développement de la critique littéraire, certains vont considérer la critique littéraire comme un prolongement de la littérature. D'accord? Et d'une certaine façon, ces prolongements, ça peut être fait comme un discours, je vais dire, rationnel sur la littérature, mais ça peut être fait aussi comme nous avons certains critiques comme Maurice Blanchot, parfois Barthes, Valéry, qui, dans la critique, dans leurs textes de critique littéraire, ils écrivent presque d'une façon littéraire. Et ça nous force ou ça nous mène à considérer la critique littéraire comme un genre littéraire, comme la poésie, les romans, l'essai, le théâtre ou autre chose comme ça. C'est un discours qui va être plus fort des années plus tard, pas à l'époque de Thibaudet, pardon, surtout dans ce qu'on appelle la post-modernité, quand on va essayer de rompre les frontières entre les genres textuels. Donc, un texte littéraire comme un roman, il va être en même temps un essai philosophique ou existentialiste, par exemple. Par exemple, les livres de Sartre, La nausée, c'est un texte, c'est un roman, mais c'est hyper philosophique. On peut même retirer des idées philosophiques du livre de Sartre. Donc, quand on parle de cette création en critique, il y a ce mélange de la critique, on a cette tendance à considérer la critique pas comme un discours sur la littérature, mais comme un discours littéraire aussi. D'accord? C'est un peu bizarre de penser comme ça. C'est ce genre de discussions, moi je dis internes. Ah oui. Donc, la critique pour je ne sais pas le verbe, mais pour être un genre littéraire, être considéré un genre littéraire, et elle est considérée originale, c'est ça? Oui, et pardon, moi, je n'ai pas répondu complètement à ta question. Tu m'as demandé par rapport à la création. Et, Oui. et il y a quelque chose d'important là dans ta question, c'est que quand la critique, elle est de la création au moment où on construit un sens pour le livre qu'on a lu. Tu comprends? C'est-à-dire, le livre, parce qu'on considère la littérature comme, on considère le texte littéraire comme un type de texte qui n'a pas un seul sens.
un Oui. seul signifié. C'est-à-dire le texte littéraire, c'est un texte de production de signification. C'est-à-dire que je peux lire le texte et les comprendre d'une façon, et toi, tu vas lire le même texte et les comprendre différemment. Ah, et quand on parle de la critique pour une création, c'est une création d'essence, une création de sentido. Ah, d'accord. D'accord? Il donne le Et c'est sens au texte. exactement, parce que Mhm. l'idée, c'est que le texte se réalise réellement au moment de la lecture et de la production du sens. Mm. Et Ça fait d'une beaucoup certaine de sens façon, maintenant. oui, et d'une certaine façon, la critique, nous allons entrer dans cette discussion entre la critique orale et la critique écrite. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lit un texte littéraire, on produit un sens dans notre texte. Même si on n'écrit pas une critique à propos du livre, nous produisons l'essence dans notre texte, n'est-ce pas? Mhm. Mais la critique littéraire, la critique littéraire écrite, elle est le registre de cette construction d'essence. Et dans ce sens, elle est une création, euh, elle est la création du sens du texte littéraire. Mhm. Parce que le texte littéraire, le discours, c'est que je dis, ça peut être un peu abstrait, mais c'est-à-dire que le texte littéraire, en soi, voyons ici, bizarrement, je n'ai pas de livre littéraire ici à côté de moi, mais prenons ce livre-là. Tout ce qui est dans le livre, c'est, je vais dire, potentialité. Ça existe ici dans le livre comme un potentiel. Pour que ce potentiel écrit euh, se réalise, il faut que quelqu'un le lise. Et à partir de la lecture, on transforme cette lecture dans une création d'essence. D'accord. Création. D'accord. Merci, prof. Et voyons, il y avait une autre question dans ta question, non? C'était la création et une autre chose. C'était sur. Je vais voir ici mes notations. Et Non, est-ce je dis que seulement sur la création et pourquoi la critique est une création et pas une copie, si je ne me trompe pas. C'est ce que je ah, écris d'accord. ici. Pourquoi elle n'est pas Oui. une copie? Euh, elle n'est pas tout simplement une copie parce que, comment je peux dire ça? Euh, Elle n'est pas tout simplement une copie parce que c'est qu'on fait, ou au moins la bonne critique, comme je disais tout à l'heure, et la critique va être un prolongement de la lecture qu'on a fait du texte littéraire. Euh, Si elle était tout simplement une copie, c'est-à-dire qu'on va lire le livre et on va le répéter tel quel. Et en fait, ce qu'on fait comme euh, production des sens, création des signifiés, ce n'est pas une copie parce que d'une certaine façon, cette construction des sens qu'on fait, elle a quelque chose à voir avec notre expérience personnelle, le bagage culturel que nous avons construit pendant notre vie, raison pour laquelle on ne va pas tout simplement répéter ce qui a été le texte. On va absorber, on va comprendre le texte personnellement, d'une façon personnelle, et on va produire un sens à partir de cette expérience personnelle. Euh, Raison pour laquelle l'entrée du dictionnaire des notions littéraires que je vous ai
donné. Il va par exemple parler de la critique du jugement de Kant, qui va rendre l'expérience du beau comme une expérience subjective. Parce que, surtout depuis quand on va comprendre cette expérience de la lecture littéraire comme quelque chose de l'ordre du subjectif. C'est-à-dire que elle est toujours subjective. On est capable d'échanger nos impressions différentes, divergentes. C'est possible qu'on a ou qu'on ait d'impressions similaires, mais ça reste quand même comme une expérience subjective. D'accord? Raison pour laquelle la copie, c'est la reproduction du texte. Et la production des sens qu'on fait dans la lecture, elle n'est pas la simple reproduction. Elle est Elle prolonge. Exactement. Elle prolonge. Exactement. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose avec la lecture. C'est-à-dire que on se transforme avec la lecture. Et on transforme la lecture aussi. D'accord? Il y a quelque chose là d'intéressant aussi. Je vais faire je vais sortir un peu du sujet d'aujourd'hui, mais il y a un courant de la critique du XXe siècle qui s'appelle l'esthétique de la réception. C'est un courant de la théorie littéraire que j'aime bien. Il y a deux branches dans cette théorie de la réception. Il y a la théorie de la réception de Hans Robert Jauss, qui va parler du sens historique du texte littéraire. Quand il parle du sens historique, il va dire que dans un moment historique précis, nous avons la tendance à comprendre le texte plus ou moins de la même façon. On peut avoir une expérience personnelle du texte, mais dans une période historique, on a la tendance à comprendre de façon plus ou moins similaire. Et nous avons la théorie dans la théorie de l'esthétique de la réception, la théorie des effets de Wolfgang Iser, qui va parler de la réception personnelle du texte. C'est-à-dire, on lit un texte, on se crée des images mentales, nous avons des sensations physiques, émotionnelles. Quand on lit un texte, on peut pleurer, on peut rigoler, on peut se sentir bien dans la lecture, on peut se mettre à réfléchir sur la vie, etc. Mais ce sont des effets personnels que le texte pose chez moi. D'accord? Et c'est intéressant parce que les deux ont raison. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on lit un texte, nous avons cette expérience personnelle du texte, mais il y a quelque chose dans l'esprit du temps qui nous force à comprendre le texte d'une façon similaire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, les discours du féminisme sont très forts, n'est-ce pas? Même si il y a des résistances contre le féminisme, du patriarcat qui n'accepte pas la perte d'espace pour les femmes, nous avons l'introduction du discours féministe. Ce n'est pas seulement l'introduction, c'est l'assimilation du discours féministe de façon solide, je dirais, n'est-ce pas? C'est-à-dire que peu à peu, on naturalise qu'il ne faut pas avoir de différences entre hommes et femmes, pour résumer d'une façon simple. Si je vous demande aujourd'hui
de lire Dom Casmurro, vous allez comprendre facilement ou on va avoir une compréhension commune de la manipulation du discours, de la trahison, de la possession de la femme de Benchinho par rapport à Capitu. Mais à l'époque de Machado de Assis, ce n'était pas très clair parce que les relations hommes-femmes, il y avait une domination masculine sur la femme. Donc, j'ose dire que la lecture de Dom Casmurro à l'époque de sa publication, on n'allait pas problématiser l'espace des paroles de Benchinho. Comme si, en tant qu'homme, il avait sa place bien définie, bien posée. Aujourd'hui, on met en question ce qu'il parle de sa femme, parce que les discours féministes ou les discours du féminisme ont, d'une certaine façon, nous forcent à penser à ce genre de relations. Donc, vous voyez, il y a, on va lire le livre Dom Casmurro, on va, chacune ici va avoir une impression personnelle, mais on peut avoir quand même une compréhension commune de l'époque historique. D'accord? Ça, c'était par rapport à l'idée des copies ou des productions. Je suis allé trop loin, je pense. Et Isabelle, au lieu de te demander s'il y avait un extrait ou un passage précis que tu voulais pointer quelque chose, me montrer quelque chose. Ah oui, oui, je peux montrer. C'était quelle page? Ah, c'est le premier paragraphe et aussi le premier paragraphe de cette pont. De quelle page? La page... J'ouvre le texte maintenant. Parce que je prends deux notes. Ici, la création critique. Le premier paragraphe qui dit il est généralement à page 105. Nous avons donc ici, il est généralement... donc, tu as une question précise sur ce premier paragraphe? Non, non, non. Seulement, c'est ça que je lis et que j'ai trouvé de doute. Et après, il dit il parle sur... Il montre des exemples sur l'architecture et aussi sur la littérature, mais je n'ai pas compris les exemples. Et après, je vais trouver ici. Juste ici, le premier paragraphe, il va dans le sens que je viens d'expliquer. Il est généralement entendu parmi les écrivains que l'artiste est un créateur et que le critique qui ne crée rien n'a pour métier que de regarder, de juger et surtout de louer ce que les artistes ont créé. D'autre part, l'éloge le plus haut qu'on puisse adresser à un grand critique consiste à dire que la critique, au niveau où il sait l'élever, devient vraiment création. Quelle est donc cette création qu'il va développer ici? J'aime bien le insight de Thibaudet de considérer la critique comme une création textuelle aussi. Textuelle, peut-être pas artistique, au sens de ne pas mettre côte à côte un poème et un texte de critique, mais nous avons des textes de critique littéraire qui deviennent, je peux dire, des textes fondateurs. Vous voyez? Et c'est plus ou moins dans ce sens. C'est une façon de donner une certaine valeur à la critique quand il dit ça, que le texte de la critique, ça peut être aussi
un texte de création. Mhm. Et l'autre paragraphe que je lis, je peux dire qui est la clé de la doute que que je vous ai demandé. C'est dans la page 116. Ici, le premier ici qui dit que l'imitation est une création continuée qui se dégrade, la parodie est une création continuée qui se retourne. Donc, en lisant ces deux paragraphes, j'ai fait la combinaison dans ma tête que oui, c'est une imitation. Je, je n'ai pas compris. Oui, non, ici, je peux vous donner un bon exemple pour c'est bien clair. Nous avons donc ici le texte. L'imitation. Voilà, tout d'abord. L'imitation est une création continuée qui se dégrade. La parodie est une création continuée qui se retourne. Parce qu'en fait, nous avons ici deux concepts, l'imitation et la parodie. La parodie, c'est déjà une imitation. Pour moi, c'est le synonyme. Non, imitation et parodie, ce n'est pas tout simplement une imitation. La parodie, elle est une espèce d'imitation critique. Elle expose quelque chose, un problème ou un défaut de ce qu'elle imite. La parodie, la parodie est une espèce d'imitation, mais c'est une imitation critique. Par exemple, vous souvenez, vous êtes très jeune, mais peut-être vous avez écouté à un moment de la vie Mamonas Assassinas. Oui. Oui. Il y a une chanson de Mamonas Assassinas que j'aime bien, que dit o meu nome é Dejair, facinho de confundir com João do Caminhão. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson, mais il fait une parodie dans cette chanson, une parodie des chansons sertanejas do Horto Cotovelo, que sempre fala do cara traído, de traição, aquela coisa toda. Et aí, et comme ça, il fait. Ce qu'il fait, ce n'est pas tout simplement une chanson sertaneja. Il ne va pas imiter ce même modèle. Il fait une parodie pour montrer ce qu'il y a de ridicule dans ce genre de chansons. C'est une création. C'est une création dans ce sens-là. C'est une parodie. Elle va au-delà de la simple imitation. Et en plus, il y a quelque chose de très intéressant dans ces idées-là aussi, parce que nous avons, surtout à partir du début du XXe siècle, mais ça commence avec les romantismes, une idée des ruptures avec la tradition, avec ce qui vient avant, ou ce qui venait avant. C'est-à-dire qu'il faut toujours créer quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et nous avons donc une conception d'art moderne qui est basée sur cette idée de la rupture. Et on comprend toute imitation comme une reproduction du même modèle, de la même chose. Et on va valoriser seulement quand il y a une rupture, c'est-à-dire quand il y a quelque chose de nouveau. Et je vous donne encore un exemple de la musique. Pensez à je sais pas, sertanejo universitário. Il y a quelqu'un qui a créé un modèle nouveau et on a appelé ça sertanejo universitário. Peut-être, je ne sais pas, Gustavo Lima. Et peut-être Gustavo Lima était original au début. Mais tous les autres chanteurs qui sont venus après, qui ont répété le même modèle, dans cette conception majeure de l'art, ils n'ont rien fait que
la copie que l'imitation de Gustavo Lima. Je me souviens d'une chanson de, si je ne me trompe pas, c'était de Leandro Leonardo, qui era o forró do Mexe Mexe. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Ma mère, elle a écouté beaucoup. Ta mère? Oui, Leandro Leonardo, Bruno Marrone, Oui, Raça donc Negra. je révèle mon âge ici. Mas ele falava lá no forró do Mexe Mexe, que a gente, sei lá, se remexe, não sei o quê. Mas o contexto da música era uma festa cervejada, bebedeira, beija todo mundo, coisa assim. Et puis, donc c'était peut-être une première chanson sertaneja, animée comme celle-là, avec cette thématique de la bière, de la fête, de la célébration. Voilà. Donc c'était une bonne chanson et c'était une chanson originale à cette époque-là. Et puis quand on commence à reproduire la même chanson, au niveau, comme je disais tout à l'heure, quand on prend une certaine distance, on ne va plus considérer ça comme artistique parce que ça, c'est juste la reproduction d'un modèle. Je vais le dire en português. Eu estava assistindo há alguns anos desses programas de fama ou novos talentos, que tem os três jurados lá, e aí foi uma dupla também, e cantou uma música desse tipo. Cervejada, mulherada, rimando as coisas assim. E um dos críticos falou assim, não, para mim não quero saber de vocês. Foi duro com eles, falou assim, isso aí para mim já deu. Mulherada, cervejada, esse tipo de música, não. Traz uma coisa nova, não quero mais. Isso aí já rendeu o que tinha que render. C'est exactement cette idée-là. Parce que ce genre de reproduction ne nous apporte rien de nouveau. C'est-à-dire que si on écoute Leandro Leonardo, Bruno Marrone, ou ce mec-là qui est venu chanter dans cette émission, c'est la même chose. Ça ne va pas apporter une nouvelle expérience. Je comprends. D'accord? Donc, voilà. Et donc, l'imitation est une création continuée qui se dégrade. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle imitation, le modèle se dégrade. La parodie, c'est une création continuée qui se retourne. Elle se retourne de façon critique. Parce que la parodie, elle nous fait penser, elle nous fait réfléchir de manière critique à ce modèle qu'on répète. Et quand on écoute Mamonas Assassinas, par exemple, on met en question le modèle imité. D'accord? Même, en fait, Mamonas Assassinas, c'est la parodie par excellence. Toutes les chansons, d'une façon ou d'une autre, c'est la parodie d'une chose ou d'une autre. N'est-ce pas? Par exemple, sei lá, Minas, seus cabelos é da hora, paulista, talvez, voilà, d'accord? O Robocop gay reproduit plusieurs préjugés d'ordre sexuel. Donc, ça nous fait penser ou à mettre en question certaines valeurs. D'accord? Donc, c'était très intéressant. Je ferme cette explication-là et je reviens au début du livre pour la physiologie de la critique au début du 20e siècle, du 19e siècle, pardon. Et Isabelle, merci pour les questions parce que ça a été l'occasion aussi de parler d'autres aspects que je n'avais pas considérés. J'ai avancé sur certains sujets qu'on va traiter pendant le semestre, mais c'est intéressant aussi. Le chemin de la connaissance ne se fait
pas seulement de manière linéaire. Donc, c'est cool. Et donc, je commence ici avec la préface de Thibaudet. Et moi, j'aime bien l'ouverture ici, raison pour laquelle, une anecdote avant de commencer, c'est parce que à chaque fois que j'offre les cours de critique et quand j'introduis Albert Thibaudet, ça me fait penser à un moment très heureux de ma vie qui a été mon concours pour entrer à l'UNB. Parce que, comme vous savez, les concours des professeurs, nous avons un examen écrit, nous avons deux examens oraux, ou deux examens oraux, pardon, à l'UNB. Un, c'est un examen didactique dans lequel on donne un cours sur un sujet tiré au sort, et un deuxième examen oral sur notre connaissance sur les champs d'études, dans les cas la littérature française. Et dans les tirages au sort, pour mon concours, c'était le sujet, c'était la critique littéraire au XXe siècle. Et j'ai utilisé Albert Thibaudet, et ça a été très intéressant, et le jury a bien aimé. Donc, à chaque fois que je parle de la physiologie de la critique, ça me fait penser à ces concours d'entrée dans l'université de Brasilia. Donc, je suis toujours très content. C'est un truc personnel, mais qui ça ne me fatigue pas de m'en souvenir. Et donc, revenons ici au texte, à la préface d'Albert Thibaudet. Donc, il va dire, la critique telle que nous la connaissons et la pratiquons est un produit du 19e siècle. Avant le 19e siècle, il y a des critiques. Bayle, Fréron et Voltaire, Chapelain et d'Aubignac, Denis, d'Halicarnasse et Quintilien sont des critiques. Mais il n'y avait pas la critique. Donc, je vais changer ici. Donc, la critique, telle comme nous la connaissons et nous la pratiquons, est un produit du 19e siècle. Et je commence, et comme je vous ai dit, je vais profiter du texte de Thibaudet dans cette introduction à la critique littéraire comme discipline, en quelque sorte. Ce que nous avons fait jusqu'à présent dans les deux premiers cours, les deux premières semaines, c'était de vous montrer, mon effort, c'était de vous montrer comment on est arrivé au 19e siècle. Quels étaient les discours sur la littérature et sur l'art existants jusqu'au 19e siècle. Et ici, nous avons Thibaudet qui nous dit « La critique, telle que nous la connaissons et la pratiquons », et n'oubliez pas que ici, Thibaudet utilise le verbe au présent. Il parle dans les années 1920. 1920. Donc, nous la connaissons, la pratiquons, est un produit du 19e siècle. Et qu'est-ce que ce produit du 19e siècle qu'on appelle la critique? Parce que la littérature aussi, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, la littérature, elle devient ce qu'on appelle un champ autonome, où elle va devenir une discipline autonome au 19e siècle. C'est-à-dire que la littérature deviendra au 19e siècle un système autonome par rapport à d'autres schémas de connaissances. La littérature va être différente de la philosophie, différente de l'histoire, de la géographie, etc. C'est-à-dire que on va essayer au 19e siècle d'organiser
ce qui est la littérature à partir des règles propres à la littérature, comme les genres littéraires, les auteurs, les lecteurs, les livres, la fiction, la poésie lyrique, des aspects comme ça qui vont, ce sont les règles propres de la littérature qui servent à expliquer ce qui est la littérature. Par exemple, on ne va pas utiliser l'idée de poésie lyrique pour parler d'un texte d'histoire ou la philosophie. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que le passage du XVIIIe siècle au XIXe siècle, c'est un moment où on va organiser la connaissance en disciplines presque étanches. Les mots étanches, c'est imperméable. D'accord? Parce qu'avant, on avait genre la philosophie ou la rhétorique, et les choses se mélangeaient un peu. Et au XVIIIe siècle et XIXe siècle, on commence à organiser la connaissance de façon étanche, comme je disais, indépendante. Donc, l'histoire, c'est une chose, la sociologie est autre, l'anthropologie, une autre chose, physique, biologie. On va avoir les disciplines différentes. Et dans cette dynamique, la littérature va devenir aussi un discours autonome, n'est-ce pas? Et on va commencer à séparer les textes littéraires des textes qui ne sont pas littéraires. D'accord? Et pour vous donner un exemple de cette séparation des textes qui sont littéraires et des textes qui ne le sont pas, vous savez que c'est toujours une séparation problématique et provisoire, n'est-ce pas? Un exemple que je vous donne assez souvent, c'est celui de A Carta de Pero Vaz de Caminha. Pour certains, on va étudier la littérature coloniale brésilienne et on va étudier le texte de Pero Vaz de Caminha. Mais on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que la Carta de Pero Vaz de Caminha est un texte littéraire? Pour certains, elle le sera, pour d'autres, non. Isabelle, tu veux te manifester à ce propos? Non seulement que ma sœur, elle fait un cours de littérature et elle a dit qu'elle lit cette lettre et c'est très, très, trop intéressant. Et je pensais que que vous avez demandé si est une lettre, si est une œuvre littéraire. Oui. Mais il est un œuvre littéraire, n'est-ce pas? Ça dépend. Ça Et dépend. en fait, oui, en Il fait, y a des Isabelle, aspects littéraires et aussi d'information. oui, oui. Et tu vois, et quand je parle de la littérature, elle est toujours problématique, parfois plus, parfois moins, n'est-ce pas? Et par exemple, comme je vous ai, parfois je confonds les cours, surtout aujourd'hui, j'ai donné les cours de panorama avant, et j'allais vous donner un exemple ici, comme si on allait étudier quelque chose, mais qui est du cours de panorama. Parce que le cours de panorama, moi, je commence au XXe siècle, je recule au XIXe siècle, XVIIIe, XVIIe, etc. Et par exemple, dans les cours de panorama, est-ce que, Isabelle, tu as fait les cours de panorama avec moi ou tu as fait roman? Roman. Ah, d'accord. Roman. Donc, c'est un peu différent. Mais le cours de panorama, par exemple, moi, j'inclus dans la bibliographie les lettres de Madame de Sévigné. Et les lettres de Madame de Sévigné ne sont pas des lettres fictionnelles. Ce sont des lettres qu'elle a vraiment écrites pour sa fille qui a vraiment existé. N'est-ce pas? C'était un échange de lettres de Madame de Sévigné avec sa fille. J'utilise aussi les maximes et réflexions morales de la Rochefoucauld. Ce sont des textes d'ordre moral. Ce ne sont pas des textes fictionnels et ce ne sont pas des textes comme la poésie lyrique. Et donc, on peut les étudier comme des textes littéraires.
Mais il faut considérer, par exemple, que la lettre de Pedro Vaz Caminha, à carte, ce n'est pas un texte fictionnel, par exemple, n'est-ce pas? Voilà, c'est un texte descriptif et narratif en quelque sorte. Donc, pour les romans, par exemple, oui, nous avons une action, donc c'est un texte narratif, un récit, et assez souvent dans un roman, nous avons des extraits descriptifs aussi, parce qu'il faut décrire un personnage, un paysage, une pièce, une maison, quelque chose comme ça. Il y a l'utilisation du langage, d'accord? Il y a une autre chose, Isabelle, très intéressante à cette époque. La lettre de Pedro Vaz Caminha est de 1500 ou 1400, je ne sais pas exactement la date, 1492, 88 ou 500, je ne sais pas. Mais il y a une façon de considérer la littérature comme tout ce qui a été écrit. Donc, la lettre, elle peut être considérée comme une œuvre littéraire parce que c'est un texte écrit. C'est un texte rhétorique, c'est-à-dire qu'il y a certains recours de l'ordre rhétorique, c'est-à-dire que le texte cherche à causer un certain effet chez quelqu'un, comme le roi, par exemple. Peut-être il y a des images bien poétiques dans le texte aussi. Donc, l'image poétique ou l'utilisation poétique du langage, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent dans la littérature, dans la poésie, mais on le fait aussi euh, euh, dans la publicité, dans la philosophie, par exemple, on va lire le texte de Roland Barthes à la fin du semestre, La mort de l'auteur. Donc, quand il dit la mort de l'auteur, ce n'est pas une mort ou la mort effective, réelle. C'est une mort métaphorique. Et quand on utilise la métaphore, on est du côté de l'utilisation poétique du langage. Donc, tout cela pour dire que certains textes littéraires ou qu'on considère comme des textes littéraires, ils sont problématiques et parfois on n'a pas de consensus pour dire que ce sont des textes littéraires ou non, ce n'est pas du texte, ce n'est pas de la littérature. Et assez souvent, pour les considérer ou pour ne pas les considérer comme un texte littéraire, il faut justifier. Et quand on justifie si ce texte est ou n'est pas littéraire, ce qu'on fait, c'est déjà de la théorie littéraire et de la critique littéraire. Ça, c'est un très bon exemple de l'exercice qui est la critique littéraire et la théorie littéraire. Surtout dans ces cas de la séparation des textes littéraires des textes non littéraires, c'est un exercice de la théorie littéraire. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Et par exemple, par exemple, le cours des romans que tu as fait avec moi le semestre dernier, la définition de fiction, c'est celle de ce qui n'est pas réel. N'est-ce pas? C'est une histoire inventée, créée, c'est une construction mentale, virtuelle. Voilà, c'est quelque chose qui existe seulement dans les livres. Et la lettre de Pedro Vaz Caminha, elle parle de quelque chose qui existe, qui s'est passé, effectivement.
Par contre, nous avons des romans historiques. Ce sont des romans qui se passent dans un contexte réel, mais l'histoire est fictionnelle. Nous avons l'autobiographie, qui quelqu'un va raconter sa vie, la vie que la personne a vraiment vécue, n'est-ce pas? Donc, est-ce que l'autobiographie, ce n'est pas de la littérature alors? Parce que ce n'est pas de la fiction. Et en plus, si on considère la littérature comme la fiction, les poèmes lyriques qu'on fait comme l'expression de notre subjectivité, de nos sentiments réels, ce que nous ressentons vraiment, ils ne sont pas de la littérature parce que ces poèmes-là sont la projection de nos sentiments les plus profonds. Donc, ce que je veux dire, c'est la littérature, c'est la problématisation constante de ce qu'on dit ou ce qu'on appelle la littérature. Donc, quand on décide d'une certaine façon d'étudier la littérature dans ce sens, on décide qu'on ne va pas avoir de la paix d'esprit, parce qu'à chaque moment, il faut problématiser un texte, un auteur ou un concept ou quelque chose comme ça. D'accord? Cela dit, je fais tous ces détours pour dire que au XIXe siècle, il y a eu un changement dans cette conception de littérature et on commence à entrer dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme littérature. Parce que avant le XVIIIe siècle, par exemple, la littérature, elle était assez liée à la moralité, à la morale, à l'enseignement des valeurs morales, de quoi d'autre. L'apprentissage de la vie, de façon générale, la rhétorique, c'est-à-dire que assez souvent on considérait comme de la littérature tout simplement un usage du langage. Un usage littéraire du langage rendait le texte un texte littéraire. Et aujourd'hui, par exemple, un texte publicitaire n'est pas forcément un texte littéraire, mais il fait un usage poétique, littéraire du langage, par exemple. N'est-ce pas? Par exemple, peut-être vous ne vous souvenez pas de... c'était, si je ne me trompe pas, une publicité de Sprite, le soda. Et il disait assez souvent sede não é nada, ou quelque chose comme ça. Et la façon de projeter, c'était très proche de la poésie visuelle, mais c'était de la publicité, c'est-à-dire c'était un texte avec un certain effet esthétique, mais qui avait comme objectif la vente d'un produit et pas seulement la réflexion autour du langage. Parce qu'il y a ça aussi, dans cette autonomie de la littérature, un effort de nous provoquer à réfléchir sur la littérature elle-même. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que la parodie dont nous avons parlé tout à l'heure, elle nous force à penser à l'objet de la parodie. N'est-ce pas? Je pensais... oui, peut-être un exemple plus récent de parodie, c'était l'émission d'humour de Marcelo Adnet dans Globo, c'était Tá no ar na TV. Il faisait une parodie de la télévision. Et en faisant cette parodie de la télévision, on nous fait réfléchir sur ce qu'on regarde normalement à la télé. Ça, c'est un but de la parodie. Donc, voilà.
je reviens au texte. La critique, et j'aime bien ce texte de Thibaudet parce qu'on prend un paragraphe, on est capable de parler des heures ici. Mais avançons quand même. Donc, la critique telle que nous la connaissons et la pratiquons est un produit du 19e siècle. Ce qu'on faisait avant le 19e siècle, c'était autre chose. C'était la politique, c'était l'esthétique, c'était, comme nous avons vu nous avons vu les 2 premières semaines, la reproduction d'un modèle. Il y avait les règles d'art et pour faire une œuvre d'art, on reproduisait le modèle. Et au 19e siècle, nous avons dans la littérature cette conception de la production originelle de quelque chose et dans la critique aussi. La critique aussi va devenir, je ne parle pas de la création dont nous avons parlé tout à l'heure, mais la critique au 19e siècle, elle va devenir une nouvelle façon de parler de la littérature. Et on verra comment ça se fait. Et donc, il va dire ici, avant le 19e siècle, il y a des critiques, mais il n'y a pas la critique. C'est-à-dire qu'il y a des critiques comme des personnes qui faisaient quelque chose qui était proche de ce qu'on appelle la critique. Mais il n'y avait pas la critique comme une discipline, comme un savoir-faire, comme une façon de parler de littérature. D'accord? Quand il dit ici, il travaille trop les langages, c'est une façon de produire un effet, n'est-ce pas? De dire, la critique, ça n'existait pas avant. Il y avait des critiques, mais la critique, elle n'existait pas. C'est dans ce sens qu'il veut mettre les choses ici. Et puis, j'aime bien ici, voilà, la naissance de la corporation critique a lieu en fonction de celle des 2 autres corporations inexistantes avant le 19e siècle, c'est-à-dire les professeurs et les journalistes. Donc, il y a un phénomène historique aussi qui organise la société autour de la littérature. Parce que, comme vous voyez, nous sommes là aujourd'hui nous sommes chez nous parce que à cause de la pandémie, mais d'une certaine façon, cet espace ici est le prolongement de l'université, de l'Institut des lettres, du département de théorie littéraire et littérature, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans cet espace, on parle de littérature. Mais pour qu'on parle de littérature dans cet espace, il y a quelque chose qui a été construit, qui a été les universités, les écoles, la profession des professeurs, les journalistes, parce que les journalismes aussi, comme nous connaissons aujourd'hui, peut-être vous avez une vision naturalisée du journalisme et de la profession des journalistes, mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Si on pense au moment avant, 18e siècle, 17e siècle, l'absolutisme, ce genre de choses, il n'y avait pas de presse libre, n'est-ce pas? Ce qu'il y avait, c'était au plus, je ne sais pas, quelqu'un qui enregistrait les événements pour le roi. Il n'y avait pas une diffusion, ou comme on voit dans certains films plus anciens, il y avait quelqu'un qui annonçait une information du roi. On sonnait le clairon pour attirer l'attention de tout le monde, et puis on disait avec les drapeaux du roi, et on disait, le roi dit, à partir de maintenant, les impôts vont augmenter, etc. Donc, c'était, on peut dire, des services d'information du roi.
juste à titre de curiosité, il y a le poète Malherbe dans les passages du XVIe au XVIIe siècle. Ce poète Malherbe, il était le poète officiel du roi Louis XIV. Peut-être c'était pas Louis XIV, si je ne me trompe pas. Mais Malherbe, il était le poète officiel du royaume et du roi. Et c'est très intéressant parce que il a des poèmes, ce sont des poèmes avec des rimes, des strophes, des vers, sonnets, etc., qui racontent le quotidien du roi. Donc, sa fonction en tant que poète officiel du roi était de enregistrer et diffuser les quotidiens du roi. Et il y a un poème qui m'a beaucoup marqué comme curiosité. C'est un poème dans lequel il parle de la crise des gouttes du roi. Crise de goutte, inflammation du tendon. Donc c'est intéressant. C'est un poème qui ne va pas parler d'amour, de la poésie, de l'observation du monde, de l'existence. Non, c'était un poème dont l'objectif, c'était de enregistrer que le roi a eu une crise de goutte. Il avait une inflammation dans son pied. Et ça s'est enregistré. Aujourd'hui, par exemple, nous avons au Diário Oficial pour ce genre de choses, n'est-ce pas, ou la presse libre qui va donner ou jeter de la lumière dans les choses qui sont faites par les gouvernements, etc. Ou la société, peu importe, n'est-ce pas? Donc, la naissance de la corporation critique a lieu en fonction de celle des deux autres corporations inexistantes avant le 19e siècle, les professeurs et les journalistes. Parce qu'au 19e siècle, nous avons le développement de la presse libre, indépendante, et l'organisation des écoles et des universités. Cela ne veut pas dire que l'école et les universités n'existaient pas. Nous avons des universités depuis le Moyen Âge. Mais assez souvent, les universités existantes avant, elles étaient au service de l'Église et du royaume ou du roi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était un espace de transmission des connaissances de l'Église. OK? Quoi d'autre? Et ça commence pas totalement, mais au 19e siècle, ça commence on commence à avoir un enseignement laïque aussi, donc qui n'est pas lié à l'Église. Voyons, avant la Révolution, l'enseignement, oui, ça, il va répéter ce que je viens de dire. Non, c'est bon, on peut avancer. Parce qu'il va répéter exactement la même chose. C'est en fait moi qui répète. C'est lui qui l'a dit avant. Oui, pendant le 19e siècle, le métier de critique a été fréquemment une rallonge du métier de professeur. C'est-à-dire, qui faisait la critique littéraire? C'était les professeurs de littérature. Il n'y avait pas le critique comme nous avons aujourd'hui Anton Cândido, qui malheureusement est déjà décédé, Roberto Schwartz, ou je sais pas. Et même aujourd'hui, c'est souvent les plus grands critiques littéraires que nous avons, ce sont des critiques, ce sont des professeurs en même temps, n'est-ce pas? Par contre, nous avons dans certains journaux cette figure aujourd'hui du critique culturel. C'est quelqu'un qui fait des commentaires sur un concert, une pièce de théâtre, un nouveau livre,
ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Parce que le domaine de la littérature, il se rétrécit un peu aujourd'hui, même si nous avons la fête littéraire de Parachi ou des concours, des prix littéraires, nous avons une communauté liée à la littérature assez réduite, assez restreinte. Donc, pour les journaux, maintenir un critique littéraire qui va parler que de la littérature, ça peut être compliqué. Donc nous avons aujourd'hui une figure qui s'approche d'une espèce de critique culturelle, qui va parler de plusieurs manifestations culturelles différentes. Et donc, il va parler ici du métier du journaliste, le journalisme littéraire et le langage naturel de la critique littéraire, parce que la critique littéraire au XIXe siècle, ou une partie de la critique littéraire, va circuler dans les journaux librement. Ce sont des petits commentaires dans les journaux publiés par écrit. Et voyons encore ici. Non, ça va. On peut avancer. Et je fais attention à l'horaire ici. Voyons s'il y a encore quelque chose à commenter. Ah oui. Ici, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Parce que dans cette différence qu'il fera entre une espèce de critique des professeurs et la critique des journalistes, il va mettre la critique des journalistes comme la critique de la littérature contemporaine, celle qui vient d'être publiée. Et les professeurs comme les responsables d'inventorier les œuvres du passé, de les organiser. Donc, le travail du critique journalistique va être une critique plus rapide, plus proche de cette idée du goût, c'est-à-dire d'une expérience personnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les critiques journalistiques, il était une espèce de lecteur plus expérimenté, plus professionnel, ayant déjà lu plus de livres que les lecteurs, les autres lecteurs communs. Et il est capable de nous indiquer ou de nous conseiller par rapport aux lectures qu'il faut faire. La fonction de ces critiques dans les journaux serait plus ou moins de dire moi, j'ai lu ce livre qui vient d'être publié, c'est un bon livre, vous pouvez dépenser votre temps à le lire. Ou non, je n'ai pas aimé, c'est pas bon, ne le lisez pas parce que ça vaut pas la peine. Donc, la fonction de ce critique littéraire, c'était plus ou moins de partager un jugement personnel, mais ces jugements personnels étaient plus approfondis, plus professionnels, plus expérimentés et qui nous sert comme conseil par rapport à quelque chose. N'est-ce pas? Peut-être vous ne faites plus ça aujourd'hui, mais assez souvent, quand on regardait quel film voir dans le cinéma, on prenait les commentaires, pas les commentaires, mais la critique du journal comme au Globe, par exemple, qui mettait un petit bonhomme assis et sérieux, c'est-à-dire le film n'est pas bon. S'il était debout, le film était bon. S'il applaudissait, le film était super. Donc, c'était déjà un jugement. Pas bon, bon, excellent. Et ce jugement, il va servir à inviter ou ne pas inviter les gens à regarder. Par contre, la critique des professeurs, dès le 19e siècle, elle va être une critique
plus professionnelle, plus technique, c'est-à-dire philologique. On va regarder le texte, on va comparer les différents textes littéraires du même écrivain, ou on va comparer avec les autres écrivains de la même époque, ou avec les écrivains d'une autre époque, montrer l'évolution, les influences. Et donc, c'est quelque chose de plus lourd, de plus technique et de moins intéressant à lire. N'est-ce pas? Et assez souvent, les publics cibles, le public qui va lire la critique universitaire, ce sont les universitaires eux-mêmes, n'est-ce pas? Parce que la critique journalistique, elle vise un autre public et elle est écrite pour un autre public. Elle est écrite pour être comprise par tout le monde, n'est-ce pas? Par exemple, vous étudiez la littérature et vos parents, non. Vos parents ont une profession différente. Ils sont capables de lire une critique dans un journal et comprendre ou avoir envie de lire un livre. Par contre, ils ne vont pas lire une dissertation de master sur le même livre. Et peut-être la dissertation de master sur le même livre sera de votre intérêt parce que vous êtes immergé dans cette critique universitaire. On s'intéresse au phénomène littéraire, comme je vous ai montré tout à l'heure. La date de publication du livre nous intéresse, les différences de versions de texte nous intéressent. Par exemple, il me semble que les premières publications de certains contes de Guimarães Rosa, il a changé le texte de certaines publications. Le même conte, la première édition a une forme, la deuxième édition, il a changé quelques aspects du conte, et c'est à partir de la troisième édition que nous avons un texte établi. La critique universitaire va s'intéresser à ces transformations du texte. Vos parents, par exemple, ils seront contents de lire les contes de Guimarães Rosa, que ce soit la première édition, la deuxième ou la troisième, peu importe, n'est-ce pas? Donc, vous voyez déjà cette différence de fonction. Et en plus, la critique journalistique, elle a assez souvent cet aspect de critique faite immédiatement après la publication. Elle est basée assez souvent sur les goûts du critique, s'il aime ou s'il n'aime pas, et donc il va faire un jugement par rapport à ce qu'il aime ou n'aime pas. Et assez souvent, dans ce genre de critiques, pensez à, peut-être que vous n'avez pas l'expérience de ces genres de critiques littéraires journalistiques, mais sûrement vous avez l'expérience des critiques de cinéma, n'est-ce pas? Il y a assez souvent, vous dites, j'ai lu un commentaire sur Folha de São Paulo dont le critique n'a pas aimé le film et moi j'ai adoré le film. Donc je ne suis pas d'accord avec les critiques. Parce que vous voyez, c'est une critique basée sur le goût, un jugement basé sur le goût. Le film est bon parce que je l'aime ou n'est pas bon parce que je ne l'aime pas. J'aime pas les films avec les clowns, par exemple. Donc, j'aime pas, basé sur les goûts. Et la critique universitaire, assez souvent, on va montrer les problèmes de genre littéraire, de langage, quoi d'autre, et d'autres aspects, peu importe, on reviendra ici. Sinon, et ici, il va faire cette différence de la critique journalistique comme traitant les textes récents du présent et la critique universitaire ou
la critique universitaire, comme traitant les textes du passé, n'est-ce pas? C'est quelque chose, une distinction qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce qu'on est capable d'étudier à l'université des œuvres contemporaines, n'est-ce pas? Dans mon cours des romans, par exemple, je travaillais comme ça le semestre dernier. Isabelle se souvient très bien, Daniel peut-être aussi, si je ne me trompe pas. Nous avons travaillé avec des œuvres publiées en 2016, 2014, si je ne me trompe pas, 2000, donc vous voyez des œuvres assez récentes, n'est-ce pas? Voilà. Non, et puis il va faire une digression ici avec les libéralismes. Donc, c'est pas, ça ne nous intéresse pas tant que ça ici pour les commentaires. Et donc, voyons ici, j'ai encore 10 minutes. Je voudrais commenter quelques détails de la critique spontanée. Oui, je vais commenter les lignes générales de la critique spontanée, les chapitres. Je vais entrer ici. La critique spontanée, professionnelle et des maîtres. Rapidement, juste pour vous situer, parce qu'on va avoir affaire avec ces critiques sans utiliser ces termes-là, mais ce qu'on va faire dorénavant, à partir de maintenant, c'est d'avoir affaire à ces genres de critiques. Donc, la critique spontanée, qu'il appelle ici, c'est presque une critique orale qui vient à la base de la conversation entre les gens qui ont lu le même livre, qui ont regardé le même film, la même série télévisée, etc. C'est-à-dire qu'elle est assez impressionniste et elle se fait oralement, de façon spontanée. Par contre, ce que j'aime bien dans ce chapitre de Thibaudet, c'est que quand on parle de critique spontanée, la critique orale, qui n'est pas professionnelle, qui se fait dans les conversations avec les amis ou dans un salon, un café ou quelque chose comme ça, elle n'est pas moins importante que la critique professionnelle et la critique des maîtres, parce que elle est plus fraîche, elle est capable elle est moins rigide que la critique académique, par exemple. N'est-ce pas? Et d'une certaine façon, elle est capable d'introduire de nouvelles façons, de nouvelles procédures à cette critique plus rigide qui est la critique universitaire ou la critique professionnelle. D'accord? Il y a un extrait ici, laissez voir si j'arrive à le retrouver parce que j'ai souligné pas mal de choses. Non, mais c'est ça. C'est... Non, oui, c'est ça. Le plus important, c'est cette critique spontanée. Elle se fait de façon orale dans des conversations entre les gens, mais elle n'est pas moins importante, peut-être. Elle est moins institutionnelle ou elle n'est pas du tout institutionnelle parce qu'elle se fait de façon spontanée. Et si elle se fait de façon orale, de manière orale, c'est-à-dire que nous n'avons pas de registre, mais assez souvent, dans ces genres d'échanges oraux, d'échanges oraux, s'il s'agit, par exemple, moi, en tant que professeur, et je commente un livre que j'ai lu avec ma copine ou avec un ami au téléphone, je peux avoir des idées ou un ami m'apporte une idée
et je dis, oui, ça c'est intéressant, je vais développer cette thématique dans un article académique. Donc, la critique spontanée qui se fait oralement dans des conversations déclenche l'écriture d'un article qui va se faire de façon académique. Donc, vous voyez que la critique spontanée, elle n'est pas moins importante ou sans conséquence. D'accord? Et donc, je ne vais pas insister dans cette critique spontanée. Je passe ici à la critique professionnelle. Et voyons s'il y a un extrait à commenter ici. Ou si je me rappelle quelque chose à commenter ici. Oui, comme je disais tout à l'heure, cette critique professionnelle, c'est intéressant parce que la critique journalistique dont il parle au début, elle va être intermédiaire entre la critique spontanée et la critique professionnelle. Parce que le journal, il va dialoguer directement avec les gens qui ne sont pas des professionnels de la littérature. Par contre, la figure du critique qui écrit régulièrement dans un journal, il va devenir peu à peu un critique plus professionnel, n'est-ce pas? Et la tendance, c'est qu'il va, il va devenir plus rigide dans sa façon de faire ses analyses littéraires ou son jugement des œuvres pour recommander ou ne pas recommander une œuvre au public du journal. Par contre, les professeurs ici, j'aime bien cet extrait, quand il dit ici le métier de professeur, quelque incompatibilité avec la liberté du critique. Parce que l'académie, l'université, l'école nous exigent une certaine façon d'analyser les textes littéraires qui nous empêche d'aller au-delà nous empêche d'aller au-delà d'une analyse carrée, comment je peux dire, je l'ai dit carré en français, pour les dire en portugais carreta, c'est-à-dire conventionnel, n'est-ce pas? Et c'est plus ou moins pensé à votre préparation pour passer le bac, pour passer le vestibular. Vous apprenez à répondre les questions et comment plus ou moins analyser les œuvres, n'est-ce pas? Si vous sortez de ce modèle d'interprétation littéraire, peut-être vous aurez une note basse dans le vestibular ou dans... ça dépend du professeur, n'est-ce pas? Il y a des professeurs plus rigides que d'autres. Et c'est déjà une conception plus moderne de la critique qui essaye de penser à d'autres façons moins rigides d'interpréter l'œuvre littéraire. On verra ça pendant le semestre. C'est justement le travail qu'on va faire ici. Voyons encore quelque chose à commenter par rapport à cette critique professionnelle. Ah oui. Et peut-être c'est la chose la plus importante. C'est bien ici. Ici. Notons bien dès le principe la différence essentielle entre cette critique professionnelle et la critique spontanée. La critique spontanée par les publics a pour objet des livres et des hommes. On parle des livres qu'on a lus et des hommes et femmes, évidemment, qui ont écrit les livres. La critique professionnelle porte originellement sur des règles et des genres. L'objet, et je continue ici en bas, de cette critique, c'est de prendre conscience de la nature, des limites et des règles des différents genres et de donner aux écrivains la conscience claire de leur genre.
Ici, c'est peut-être limitant cette idée qu'il nous apporte ici de la critique professionnelle, mais c'est ça. Par exemple, en tant que spectateur de Netflix, par exemple, vous regardez un documentaire, un film, une série, sans vous poser des questions par rapport au genre. S'il s'agit d'un documentaire, parce qu'un documentaire, c'est un genre. Un long métrage, c'est un genre. Un court métrage, c'est un autre genre. Le cinéma artistique, peut-être, c'est une autre chose. Vous voyez, j'aime bien les catégories de Oscar, justement parce que c'est très technique, comme les prix de lumière, de photographie, de scénario, meilleur acteur, meilleur réalisateur. Ce sont des prix assez techniques, n'est-ce pas? Imaginez le, quand on fait des commentaires sur un film de cette façon-là, j'ai pas aimé le film, mais il a une très belle photographie. On commence déjà, on est du côté de la critique spontanée personnelle, du goût, etc. Mais on commence à utiliser un vocabulaire qui vient d'un côté plus technique, n'est-ce pas? C'est plus ou moins ce qu'on fait, le concept de gourmetisation ou masterchefisation. Je crée le terme ici. Quand on commence aujourd'hui à utiliser certains concepts de la haute cuisine dans notre quotidien, n'est-ce pas? Ou la technique, n'est-ce pas? Je sais pas, genre, il faut sceller la viande, né? Tem que selar a carne, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est parce que l'effort de Thibaudet, c'est de séparer ces catégories. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue entre elles, n'est-ce pas? Comme je vous montre ici, dans une critique spontanée, utiliser un terme ou un vocabulaire technique d'une critique plus spécialisée. Et je dois finir les cours maintenant et je vais vous présenter cette figure. Voilà. C'est Caetano, mon petit. Et en fait, aujourd'hui, nous avons un petit souci ici à la maison. Et ma copine elle va donner un cours ici dans cette pièce. Et dans 10 minutes, donc il faut qu'on termine un petit peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette discussion? Ou Non. Caetano, qui est de plus en plus... Pas de questions aujourd'hui. Oh, Oh, il est beaucoup trop chou, ton bébé. Oui, gracinha. Il est il ne beaucoup voit trop qu'il y a des chou. petits caries. Oh, gente. Il s'appelle C'est comment? la copine de sa mère, Caetano. Oh, beaucoup trop chou. Hey, coucou Caetano. C'est mon Léonzinho. En fait, il ne t'écoute pas parce que je suis avec les phones, Oh. aussi, les écouteurs. Oui. Ai, muito lindo. Ouais, et donc je vais terminer les cours parce qu'il faut que je m'occupe de lui pendant que ma copine donne son cours. Et donc, voilà. Oh, Courage. gracinha. Courage, courage. Bon Et courage. donc, merci. Je vais terminer les cours là, mais la semaine prochaine, je recommence les cours avec la critique des maîtres de Thibaudet. Par contre, 2 secondes ici, parce que je vais revenir sur le programme du cours, parce que la semaine prochaine, on va parler de
Madame, attendez, je vérifie ici. Oui, pardon. La semaine prochaine, on va parler de Madame Dextal. Donc, je vous indique le texte à lire. OK? D'accord, prof. OK. Donc, il veut participer. Au revoir. Donc, voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, laissez-les, écrivez-moi les questions et je vous réponds. Et il est en train de travailler ici pour que je change sa couche. Vou ter que trocar a fralda já. Trop rapide. Courage, courage pour la suite. Bonne continuation. Merci, bonne semaine et donc n'hésitez pas à me laisser des questions par écrit et je vous laisse dans l'après-midi l'indication du texte pour la semaine prochaine. D'accord, merci. D'accord? Merci et bon après-midi. Au revoir.